واصل اشغال المنطقه اليوم الرابع حول مجازة 45 في اليوم الثاني منه. قبل هذا اسمحوا لي ان ارحب بضيوف التحقوا بنا هذا اليوم من زملائي رؤساء جامعات وضيوف شرف من مؤسسات علميه واداريه نرحب بهم في هذا الملتقى ونشكرهم على تلبيه الدعوه. وبدون مطالبه نبداو اذا الجلسه الصباحيه لهذا الملتقى لليوم الثاني اللي كما تعلمون مبرمج فيها المحاضره الاولى للمحاميه الاستاذه نيكول دريفيوس. اسمحوا لي قبل هذا ان نقدم لكم نبذه موجزه عن حياه الاستاذه. السيده نيكول دريفيوس من مواليد 1924 بميلوز في فرنسا. تابعت الدراسه الثانويه بجامعه نيس والدراسه الجامعيه في اكسون بروفونس في الحقوق والفلسفه. محاميه لدى محاكم باريس منذ 1946. عضوه في المجلس الوطني للنساء الفرنسيه من 59 الى 89. الامينه العامه للجمعيه الفرنسيه للحقوقيين الديمقراطيين من 66 الى 90. كلفت بعدة مهام كملاحظة قضائية في اليونان، إسبانيا، المكسيك، كندا، لبنان، إسرائيل. كانت عضوة في لجنة الإفراج المشروط بوزارة العدل بفرنسا من 90 إلى 96. محامية للمعارضين السياسيين والنقابيين الفرنسيين. كذلك محامية لمجاهدين جبهة التحرير الوطني ومناضلي الحزب الشيوعي. صدرت نشرت كتاب بعنوان الطلبة اليونانيين يتهمون في سنة 1968. قلدت بفرنسا بميدالية الشوفالي دور ناسيونال دو ميريت 2001. كما قلدت في الجزائر في سنة 2006 بميدالية الاستحقاق والعرفان من طرف فخامة رئيس الجمهورية في جانفي 2006. الأستاذة دور نيكول دريفيوس راح لنا محاضرة حول مجازة 48 وانعكاساتها على تطور الحركة الوطنية الجزائرية. Donc, Maître Nicole Dreyfus va présenter une communication intitulée Le massacre du mai 45 et ses conséquences dans le développement de la lutte nationale algérienne. Maître, vous avez la parole. Et merci d'être venu. Je vais vous confier le soin d'effectuer un voyage dans l'espace et dans le temps. Dans l'espace, nous allons de Guelma à Sétif, de Sétif à Guelma. C'est un voyage peu conséquent. Dans le temps, nous remontons plus de 60 ans en arrière, au 8 mai 1945. Le 8 mai 1945, c'est la victoire des Alliés sur les puissances de l'Axe. En apparence, la démocratie sur la barbarie. Hitler s'est suicidé dans son bunker. Les prisonniers de guerre sont lentement rapatriés. Les déportés qui restent et qui ont échappé à une mort certaine sont également rapatriés chez eux. Et les armées fêtent dans la joie ce retour à une vie qui ne connaîtra plus la guerre, du moins le croit-il ainsi. Et pourtant, c'est dans cette atmosphère de joie qui a été fêtée notamment par le 7e régiment des artilleurs algériens, à Sétif même, où ils ont été accueillis avec des bouquets de fleurs et où ils vont trouver, pour ceux qui sont originaires de la région, quelques jours plus tard, un pays dévasté, une série de morts et des familles en deuil. Le 8 mai 1945, un défilé se prépare à Sétif, ainsi qu'à Guelma. Le défilé s'ébranle vers 9h du matin, à hauteur de la mosquée de Sétif. Et il est important de noter que M. Lestrade Carbonel, qui était alors préfet de cette région, avait autorisé les membres du manifeste, les amis du manifeste, à défiler. Ils en font ainsi. Cependant, en même temps qu'ils étaient autorisés à défiler, des ordres étaient donnés par le même préfet
d'avoir à tirer sur quiconque aurait l'extraordinaire outrecuidance de brandir le drapeau algérien. Et c'est ce qui va se produire. Les corps constitués défilent. Derrière les corps constitués se retrouvent les Amis du Manifeste, organisme qui dépend directement du PPA. Et à leur tête, un jeune scout, le jeune Saïd, qui tient à la main le drapeau algérien. Les choses ne se font pas attendre. La troupe obéit aux ordres qui lui avaient été donnés. On tire et le garçon s'écroule, blessé mortellement. Néanmoins, le cortège se referme et repart. Et à ce moment-là, les coups de feu éclatent à nouveau. C'est le début du massacre. Ceci se passait à Sétif. Des événements d'exactement même nature se déroulaient à Batna, où le porteur de drapeau était un marchand de chevaux qui a été, comme ses camarades, abattu et dont un neveu ou un parent se trouve parmi les organisateurs de notre actuelle réunion. C'était jour de marché. C'était jour de marché et les paysans se pressaient en masse dans les deux villes. Ils apprennent ce qui venait de se passer. On suppose d'ailleurs, sans avoir jamais pu le démontrer d'une façon absolue, qu'il s'agissait bien d'une provocation, puisque le défilé était par ailleurs interdit et d'autre part autorisé. Autorisé directement, mais interdit puisque la foule avait ordre de tirer à quiconque brandirait le drapeau algérien, suivi, je le rappelle, de cris qui étaient poussés par la foule: vive l'indépendance, vive Messaline, libérez-le. Ce que ne pouvait pas entendre le pouvoir. Il y eut donc une violente réaction de la part des Algériens qui se trouvaient en ville, notamment les paysans. C'est vrai, cette réaction a été violente. Mais la répression n'a pas été violente, ça a été un massacre. D'un côté, dans toute la région, une centaine de morts. De l'autre, nous le verrons plus tard, plusieurs milliers de victimes. Et en effet, la répression a pris des proportions absolument sanglantes. Il est difficile de compter les morts. On ne va pas chercher dans les cercueils ou dans les gorges du Kénatra où ont été ensevelis beaucoup de corps. On est obligé de se référer aux écrits de l'époque. Le général Duval, qui a organisé cette sinistre répression, parle de 7500 morts. Le général Tubert, qui a été chargé par la suite de faire une enquête dans le nord constantinois, arrive au double, 15 000 morts. Et quant au consul, plus exactement l'ambassadeur des États-Unis en Algérie, qui était en poste alors, il indique 40 à 45 000 morts. Mon ami M. Planche, qui s'exprimera tout à l'heure devant vous et qui a longuement traité ce sujet, s'en défaire quant à lui à l'opinion, plus exactement le décompte, si l'on peut dire, employer une expression aussi déplacée. L'ambassadeur de Grande-Bretagne a parlé de 30 000 morts. N'importe après tout. Ce que nous savons avec certitude,
c'est que le nombre de victimes, je ne parle même pas des blessés car il y en a eu de nombreux, se situe par dizaines de milliers. Et l'on n'est pas étonné de ce chiffre quand on sait quelles armes a utilisé la répression. Le Duguay-Trouin, vaisseau de guerre au large des côtes, bombarde. L'aviation dans le ciel bombarde. Et à ces moyens de grande ampleur s'ajoutent des fusillades répétées, sans aucun choix d'ailleurs. Simplement, les gens étaient abattus après une chasse aux faciès, parce qu'ils étaient algériens, parce qu'ils habitaient la région. Non seulement ils étaient abattus et par les organes réguliers de police et de gendarmerie, et par des milices créées par les colons eux-mêmes, et qui agissaient sans aucune pitié, ni d'âge, ni de sexe, ni d'appartenance. Mais on ajoutait à ce monstrueux massacre toutes les formes d'humiliation que peut connaître un colonisé. Humiliation qui a consisté notamment à jeter les corps suppliciés dans les gorges de Kénatra et à interdire à leurs familles d'aller les chercher pour leur donner une sépulture décente. Ils étaient ainsi livrés aux caprices de la nature et à la férocité des bêtes sauvages. Bêtes sauvages qui n'étaient pas plus que les bourreaux qui les avaient torturés. Tel fut ce massacre. On peut rendre hommage à M. Colin de Verdière, qui était ambassadeur l'année dernière, je ne sais s'il l'est toujours, à Alger, venant du gouvernement français, d'avoir reconnu la faute de l'État français dans cette abominable aventure. Sans doute avait-il été autorisé à faire ce genre de déclaration par le chef de l'État. Quoi qu'il en soit, même si c'est un petit pas en avant, ce pas existe. Reste que cet abominable massacre, on ne peut l'appeler autrement, est incontestablement, par ses organes constitutifs, un crime contre l'humanité. Crime contre l'humanité dont, je vous le rappelle, la principale caractéristique est que, contrairement aux crimes ordinaires, le crime contre l'humanité ne se prescrit pas. Quelle que soit l'ampleur du temps passé depuis que les événements se sont produits, le crime contre l'humanité peut toujours être poursuivi. Mais on se heurte à une législation et à une jurisprudence qui, dans le code pénal français, a interdit toute poursuite de ce genre. Je vais vous en donner un exemple. L'exemple se situe au moment de la ratonnade du 17 mai 1961, qui s'est passée à Paris, et au cours de laquelle, le lendemain des événements, on repêchait dans la Seine les corps des Algériens suppliciés. La même réponse se trouve dans la poursuite que nous avons introduite à l'encontre de ceux qui avaient étranglé sous la torture le jeune mathématicien communiste Maurice Audin. Qu'a répondu le tribunal, puis la cour d'appel, puis la cour de cassation dans chacune de ces deux affaires? La chose suivante. Le crime contre l'humanité est défini par le tribunal international de Nuremberg, qui a siégé à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce crime contre l'humanité, défini ainsi, se rattache aux criminels nazis et à leurs complices. Or, il est bien évident que les actes tout aussi criminels commis par l'État français après la fin de la Deuxième Guerre mondiale ne se rattachaient pas
à la politique de l'Allemagne nazie, il n'y a aucune des puissances de l'Axe, elle était l'œuvre de l'État français. Et le code pénal français, jusqu'en 1994, où il a été refondu, ne laisse aucune place au crime contre l'humanité, sauf dans sa définition du tribunal international de Nuremberg. Par conséquent, il y a un blanc dans ce code. Et ce blanc empêche la poursuite devant le tribunal français pour les actions qui se situent entre 1945 et 1994. Et de même, lorsque nous avons essayé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, nous nous sommes heurtés aux mêmes difficultés parce que la France n'a adhéré à la Convention des droits de l'homme qu'en 1974 et que la Cour ne peut par conséquent pas se saisir d'affaires qui remontent à une date antérieure à 1974. Est-ce que c'est un hasard? Comme nous l'avions cru dans un premier temps, sûrement pas. Ce n'est pas un hasard parce que cette absence de référence à l'actualité procède de la volonté du législateur de faire échapper à la France, en tant qu'État, à toute poursuite ayant pour fondement le crime contre l'humanité. C'était dire, jusqu'à la réforme de 1994, que l'État français ne pouvait pas être complice ou auteur de faits qui retombaient sous cette définition. C'était une impunité accordée, et j'en suis convaincu aujourd'hui, accordée délibérément. Et c'est ainsi que tout ce qui rattache au crime de colonialisme parfaitement défini par mon confrère Jacques Vergès dans son intervention d'hier, se situant entre 1945 et 1994, échappe à des poursuites pour crime contre l'humanité. Et c'était non seulement un crime contre l'humanité, mais bien un des génocides. Car à l'intérieur du concept du crime contre l'humanité se trouve la subdivision du génocide, si j'ose ainsi m'exprimer. Le génocide se définit par l'action organisée. Et vous avez ici un massacre émanant d'un État et dirigé contre une collectivité d'hommes qui a ceci de particulier qu'elle procède de la même nationalité, de la même ethnie, de la même religion, de la même tradition, et qu'elle se dresse contre le pouvoir établi. La question qui est posée à ce moment-là des juristes, c'est de savoir si les victimes se dressaient contre le pouvoir ou s'il s'agissait simplement de paysans d'une part, de boutiquiers d'autre part, en tous les cas d'hommes qui ne demandaient rien à personne et qui n'étaient pas organisés. Ce n'est pas tout à fait vrai. Parce que au sein de cette masse d'Algériens qui ont été victimes, il y avait, rappelez-vous le début de cette histoire, il y avait un sentiment nationaliste profond et un désir d'indépendance qui déjà commençait à se concrétiser et qui va plus tard se concrétiser plus encore pour arriver à la lutte finale. Alors que dire du mai 45? Qu'il s'agit d'un génocide, qu'il s'agit d'un crime contre l'humanité, en tout cas qu'il s'agit d'un massacre, sans doute. Mais il y a eu d'autres massacres, d'autres génocides, d'autres actes de la même audience et des mêmes caractéristiques depuis la conquête, depuis que le général Sontarno avec ses troupes ont défilé sur notre pays. On a eu bien d'autres massacres. Celui de 1945 n'est pas le premier, mais c'est celui, et c'est le titre de mon intervention, c'est celui qui
a été considéré, en tout cas c'est ma thèse, comme un tournant dans l'évolution de la lutte nationale pour l'indépendance. Il a marqué un début. Je ne vais pas, dans le cadre d'une intervention que je ne voudrais pas trop étendue, faire le départ entre les diverses migrations et les diverses tentatives d'unification ou au contraire de division qui ont pénétré le mouvement du PPA après 1945. On sache simplement que c'est dès 1947, 2 années plus tard, que se fonde l'OS, l'organisation spéciale, que vous connaissez mieux que moi, et qui sont le départ d'une lutte qui convergera dans une lutte armée nationale sur tout le terrain de l'État, sur toute la terre d'Algérie. Et que plus tard, lorsque se fonde la direction du front, 3 dirigeants à l'étranger et 6 dirigeants sur le territoire, on divise d'ores et déjà le territoire en 5, on dirait aujourd'hui des vilayas. À l'époque, on a dit 5 régions différentes. Ces 5 régions vont donner lieu les unes et les autres à des formations d'équipes et de bataillons armés, à la clandestinité. Et tout ceci va éclater à la date prestigieuse du 1er novembre 1954, point de départ d'une lutte d'une grande dureté et d'une grande efficacité qui aboutira finalement à l'indépendance. Alors de plus en plus de développement du mouvement national avec les péripéties de son organisation et de plus en plus d'autre part de dureté dans la répression qui s'inspire du massacre du 8 mai 1945. Le contingent est envoyé en Algérie. C'est une date charnière. On ne compte plus ensuite les villages brûlés, les grottes encumées, les prisonniers abattus sur place. On ne compte plus non plus, depuis les pouvoirs spéciaux et l'institution des tribunaux militaires, ceci se passe en 1956, on ne compte plus le nombre des détenus et le sort qui leur est fait. Je ne peux pas évoquer cette période sans me sortir reporté par la pensée à ce jour de 1957 où, dans Alger même, que j'ai bien connu à l'époque, le ratissage se poursuivait avec une grande efficacité. On arrêtait sur place tous ceux qui se trouvaient dans la rue. Et systématiquement, ils étaient soumis à la torture. Pourquoi? Le général Ossares, de triste réputation, l'indique sans aucune pudeur dans son ouvrage, pour obtenir du renseignement ce qui lui paraissait vital pour la survie de la colonie européenne. Le spectacle des prisons n'était pas moins décevant, n'était pas moins triste. J'ai eu le souvenir de Barberousse avec au sein de la cour une sorte de dalle où on entendait la veuve, entendait par la veuve la guillotine. Et mes clients m'ont maintes fois mis au courant de ce qui se passait les matins d'exécution, quand toute la prison était avertie et toute la prison chantait les chants nationalistes et criait son désir d'indépendance. Telle était la chose, telle était l'atmosphère, et telles étaient les victimes. Alors qu'on me pardonne une réflexion personnelle, parce qu'après tout, dans le langage d'une communication féminine, on peut s'attendre à un peu de sentimentalité.
Hier, monsieur le ministre des Moudjahidines m'a remis des roses que j'ai reçues avec beaucoup d'émotion. Et un jeune garçon dans la foule en a fait autant. L'une de ces roses était d'un rouge affirmé, l'autre d'un rose pâle. Et je voudrais dédier ces roses à deux de mes clientes que j'ai bien connues et qui sont toutes deux aujourd'hui décédées. L'une, c'est Baya Ossine, décédée alors qu'elle était consul d'Algérie à Lille. Baya la reine en français. Baya avait été l'une des poseuses de bombes du stade d'Alger ou du stade d'Elbia. Ces bombes avaient éclaté ensemble, avaient fait 17 morts et 45 blessés. C'était l'époque où le FLN jugeait qu'il fallait répandre ce genre d'action à l'intérieur de la ville pour finalement forcer l'État français à venir à la négociation. Baya et sa sœur et son amie Johor avaient toutes les deux 16 ans. Elles ont donc échappé au tribunal militaire. Elles étaient trop jeunes. J'ai le souvenir du 24 décembre 1957, c'était la veille de Noël, et à la cour d'assises d'Alger, ces deux petites filles, c'était presque des enfants, ont été condamnées à la peine capitale. L'arrêt a été cassé, on est allé à Oran ensuite. Il faut que vous sachiez que la cour d'assises était composée d'un président magistrat civil, flanqué de chaque côté de deux membres du collège, premier collège, c'est-à-dire les Européens, et de deux membres du second collège, c'est-à-dire des musulmans. Il est bien évident qu'on connaissait d'avance ce que pouvaient voter les membres de chacun des collèges. Autrement dit, cela dépendait uniquement du président, dont la voix devenait prépondérante. À Oran, nous avons eu la chance d'échapper à la peine de mort et Baya et Johor ont survécu, ont vécu une vie normale jusqu'au moment où Baya a quitté ce bas monde. Baya, c'était la musulmane. C'est la rose rouge. Et pour la rose d'un ton plus clair, j'évoque le souvenir de Colette Grégoire, qui fut poursuivie et qui, bien entendu, appartenait, tel son nom l'indique, à la communauté européenne, parce qu'il y a eu aussi des réveils de conscience dans cette communauté. Colette avait changé de nom et elle s'était appelée Amagreti. Il y a actuellement, dans une industrie française, une association qui porte son nom. Elle était poète, et un grand poète. Et son dernier livre vient d'être publié par cette association. Elles sont unies aujourd'hui dans la mort, comme elles sont unies dans le souvenir, parmi ceux de tant de martyrs qui ont donné leur vie pour ce pays, et dont on ne rappelle pas assez souvent le sacrifice et la grandeur. Elles rejoignent la mémoire d'Ali Boumengel, jeté du haut du 6e étage par la troupe qui l'avait arrêté. Elles rejoignent la mémoire de Maurice Audin, étranglé par ceux qui se livraient à la torture sur sa personne. Tels sont les souvenirs que j'en ai gardés, et je voudrais à cette occasion, et pour adoucir quelque peu le propos qui a été celui de mon ami Jacques Vergès hier, on vous a parlé de la colonisation avec juste titre. On a dénoncé ces crimes monstrueux. On a dénoncé son existence même, au contraire à tout respect
de l'homme en tant que tel. On vous a montré que le massacre du 8 mai 1945 constituait un crime d'État dont l'horreur n'est plus à démontrer. Œuvre, s'il en est, et comme son nom l'indique, de l'État français. Mais je voudrais quant à moi avoir une pensée au sein même de toute cette horreur et toute l'opposition qui peut être la mienne à ceux qui ont sauvé l'honneur du pays qui a inventé la philosophie des Lumières. Il y a eu, parmi les intellectuels français et même parmi la population, certains, je ne dis pas qu'ils étaient majoritaires, je n'essaye pas de prouver que c'était l'opinion générale, mais il y a eu certains hommes de bonne volonté et de conscience. Je pense à François Mauriac qui n'a cessé de s'élever contre la torture pendant toute la période, par ses articles hebdomadaires dans l'Express. Je pense à l'écrivain Vercors, qui était compagnon de la Libération et qui a renvoyé sa décoration au chef de l'État lorsqu'il a appris que la torture était couramment pratiquée en Algérie. Et je pense à des multitudes de gens dont on a oublié le nom, à ces inconnus tels que par exemple les 121, tels que de nombreux auteurs d'articles, de petites feuilles renéotypées, qui s'élevaient contre l'Algérie et contre les guerres d'Algérie et qui s'élevaient avant et contre tout, contre le colonialisme et ses crimes. Ceux-ci ont existé aussi. Il y a eu les voleurs de valises, il y a même eu quelques pauvres avocats, comme nous, qui ont créé un pont aérien et se sont trouvés jour après jour devant les tribunaux où les Algériens risquaient leur vie. Nous avons essayé. Nous avons réussi, peut-être non. Nous avons essayé de sauver l'honneur de cette patrie qui est la patrie des Lumières. Ce qui ne change rien à l'horreur des massacres, à l'horreur de la colonisation et de ses œuvres et de ses pompes. Ça ne change rien du tout. Alors qu'avons-nous fait par la suite? Avons-nous essayé de faire prendre à l'opinion française conscience de ce qui avait été fait en son nom par la voie de l'État? Je peux vous dire qu'il y a 2 ou 3 ans, enfin plus davantage, puisque c'était en 2002, 12 intellectuels parmi lesquels j'étais ont saisi le chef de l'État et le chef du gouvernement, c'était Jospin à l'époque, en leur demandant que l'État français reconnaisse d'une façon publique et sans embâche le fait de la torture généralisée en Algérie. Nous n'avons pas réussi, bien entendu, à obtenir une réponse favorable. La seule chose, et peut-être peut-on quelque peu la relier à cette action qui a été la nôtre, comme il y en a eu d'autres du même type, on peut simplement remarquer que pour la première fois, cette période qu'on appelait physiquement les événements d'Algérie est devenue, dans la bouche du président de la République, et c'est récent, la guerre d'Algérie. Que la loi honteuse qui prônait le colonialisme comme un facteur de civilisation a été amendée. Et l'article qui préconisait cette opinion absurde et criminelle a été supprimé. Mais il y a plus important. Il y a le fait que, depuis la fin de la guerre d'Algérie, il semble qu'une sorte de scotomisation se soit répandue, tant en France qu'en Algérie. On peut le comprendre.
lorsqu'il s'agit de la nation française. Il n'y avait pas lieu de se vanter de ce qui s'était produit. Il n'y avait nullement lieu de se vanter. Mais l'Algérie, le peuple algérien était victorieux. Le peuple algérien avait recueilli les fruits de ces immenses sacrifices. J'ai cherché une explication. La seule qui me reste en mémoire, c'est le fait que ça avait été de telles années de souffrance que ceux qui les avaient connus ont voulu éviter ces cruels souvenirs à leur descendance. J'en vois une explication aussi, c'est que dans ce pays qui est jeune, qui est vivant, qui est plein d'avenir, la véritable préoccupation des uns et des autres, c'est de préserver cet avenir et d'y lancer victorieusement les générations futures. Alors, de la faible place qui est la mienne, et sans vouloir en aucune manière me faire une quelconque illusion sur la nature de mes compétences, je me permets de vous souhaiter à tous qui êtes ici, à l'Algérie tout entière, un avenir digne des efforts et des sacrifices que vous avez eux-mêmes et que vos aïeux ont témoigné dans le passé. Merci Maître pour cette brillante communication tant riche de positions, de fermeté parfois, de grands souvenirs, d'émotions. خويا طلبة مداخلة الأستاذة دريفيوس كانت عبرت عن مواقف، عن شهادات، عن أحداث عاشتها شخصيا. كذلك كانت معبرة عن ذكريات تعبر عن موقف السيدة العظيمة صديقة الجزائر، صديقة المضطهدين، صديقة المواقف العادلة في العالم. نشكرها على هذه المداخلة. Donc sans trop tarder, Maître, on vous remercie pour cette brillante intervention et votre message nous va droit au cœur. Merci pour tous vos engagements et toutes vos positions. Il y aura sûrement tout à l'heure, au cours du débat, quelques intervenants qui souhaiteraient avoir des explications ou des précisions. Donc,